Bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion. Je suis Albator et comme à mon habitude, je ne suis pas seul puisque je suis avec le Tenenbaum. Comment ça va? Salut, bah écoute, ça va très très bien. Et toi, ouais, ça fait un moment que je suis pas passé là, que j'ai pas pu parler de cinéma, donc je suis content de revenir pour ce film-là en plus, donc vraiment très content. Bah moi ça va aussi, t'inquiète pas. Et du coup oui, aujourd'hui, pas n'importe quel film qu'on traite puisqu'on va s'attarder sur Hamnet, plus récent film de Chloé Zhao, sorti mercredi dernier en salle. Alors, avant d'enregistrer l'émission, je t'ai demandé si tu connaissais quelque chose à Chloé Zhao et à Shakespeare. Eh bien, comme moi, tu n'y connais rien, à part The Eternal pour Chloé Zhao, et non pas Ouais. Shakespeare, évidemment, même si ça peut porter à confusion. Du coup, on va s'attarder directement sur le film, je pense. Hamnet nous laisse prendre place en Angleterre dans les années, durant le XVIe siècle, pardon, où on pourra voir un professeur de latin joué par Paul Mescal, fauché, qui va faire la connaissance d'Agnès, jouée par Jessie Buckley, une jeune femme à l'esprit un petit peu libre, et du coup ils vont commencer à être fascinés l'un par l'autre et entamer une relation assez fougueuse avant de se marier et d'avoir trois enfants. Du coup, tandis que Will, puisque Paul Mescal va jouer William Shakespeare, on va y revenir plus tard, va essayer de tourner sa chance comme dramaturge à Londres. Agnès va essayer d'assumer toutes les charges domestiques jusqu'à ce qu'un drame se produise, puisque le couple, autrefois profondément uni, va vaciller. Du coup, on va essayer de suivre cette épreuve commune, avec tout d'abord leur vie de famille, qui est un petit peu longue, on va aussi y revenir, et jusqu'au grand dénouement où le film va un peu plus révéler ce qu'il en est au niveau des personnages, notamment Paul Mescal. Mais avant de commencer, puisqu'on peut pas s'attarder sur les réalisateurs ni quoi, je vais te demander en fait ce que tu en attendais, puisque personnellement, je vais sûrement y revenir après, mais il y a une différence entre le film que j'ai découvert au niveau de la bande-annonce et le film que j'ai vu en salle. Ouais, 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 sur ça, je suis plutôt d'accord. La bande-annonce vendait quelque chose qu'au final, on voit assez peu pendant le film. Voilà, après on en reparlera. Et sinon, ouais, ce que j'attendais du film, bah, enfin, ce que je l'attendais, ouais, franchement, je l'attendais beaucoup, même si, voilà, comme on l'a dit, je connais pas énormément le cinéma de Chloé Zhao. Et puis, bah, Shakespeare, j'y suis pas particulièrement attaché, hein. Je connais évidemment, que ce soit Hamlet, voilà. Mais j'attendais quand même beaucoup le film, bah, parce que notamment il faisait pas mal parler dans toutes les compétitions de fin d'année. Et puis surtout parce que voilà, à titre personnel, j'ai un énorme coup de cœur depuis After Sun avec Paul Mescal. Donc je suis vraiment tout ce qu'il fait. Et donc j'étais assez curieux de voir ça. Chloé Zhao, même si j'avais vu aucun de ses films, voilà, elle avait gagné un Oscar avec Nomadland. The Rider, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et puis moi, mine de rien, les Eternals, j'avais plutôt apprécié. Voilà, je trouve qu'ils sortaient un petit peu du lot dans le MCU. Donc le voir travailler avec elle, j'étais curieux. Et puis en plus de ça, il y a Jessie Buckley qui s'est ajoutée, qui est aussi une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Tchernobyl. Voilà, que je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse. Donc j'étais curieux de voir voilà ce qu'ils allaient faire tous les deux sur un film, mine de rien, assez original. Voilà, alors, on pourrait croire que c'est un biopic à première vue, que ça va parler de Shakespeare, mais pas du tout. Et du coup, j'étais plutôt curieux, voilà, de le voir. Et toi, tu l'attendais? Bah moi un petit peu pareil que toi puisque déjà Paul Mescal j'ai découvert avec Aftersun aussi où bah j'ai bien aimé le film, j'ai pas été aussi touché que à peu près tous les gens sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais je trouve qu'il est bien et que ce qui est fait avec la relation familiale dedans est intéressante. Moi, au niveau de Jessie Buckley et Millie Watson, déjà, Jessie Buckley, tu viens me faire découvrir qu'elle était dans Tchernobyl, qui est l'une de mes séries préférées. Donc j'ai un peu le seum. Du coup, je la découvre un petit peu ici. Mais Emily Watson, c'est quand j'ai vu le film que je me suis aperçu que je la connaissais déjà. Eh bien oui, puisqu'elle a un rôle assez central aussi dans la série de Tchernobyl. Mais bah, Chloé Zhao, du coup, on l'a dit, je la connais que très peu. J'ai pas fini The Eternal, je l'avoue. Parce que, je sais pas, je l'avais pas fini. C'était peut-être pas le bon moment pour le regarder, mais ni quoi. Mais j'avais quand même un peu bien aimé le film de ce que j'en avais vu. Mais oui, moi, c'est une découverte totale de ce cinéma-là. Évidemment que j'ai entendu parler de Nomadland, mais voilà. Et bah moi, je voulais revenir un peu sur la bande-annonce, comme je fais un peu souvent, puisque en voyant cette bande-annonce-là,
il y avait vraiment ce côté biopic qui était vendu, même si tu le dis et c'est vrai, ce n'est pas du tout, vraiment un biopic. C'est une adaptation d'un roman, du coup qui aussi s'appelle Hamnet, hem, qui est de la même histoire que le film, je crois, quelques points près, je pense. Mais on n'est pas dans le drame historique très sourcé, et cetera, même si on a quand même une assez grosse reconstitution des décors, et cetera. Mais oui, moi, je pensais beaucoup plus voir, un drame autour de William Shakespeare, puisqu'on voit quand même plusieurs fois qu'il y a cette pièce au centre du film qui, va aussi donner le nom au film et qui est beaucoup plus montré. Alors que, bah, à la découverte, c'est beaucoup plus un drame familial qu'autre chose et qui, bah, pour moi, j'ai ressenti, comme assez long. C'est-à-dire que le problème que j'avais, hein, en tout cas avec ces premières parties, c'est qu'elle essayait beaucoup trop de mettre en place des choses qui, en tant que telles, étaient bien amenées quand même. Puisqu'on voit des dynamiques familiales qui sont assez jolies, hein. Justement que l'amour, va un peu plus loin que toutes les normes familiales de l'époque. Donc, une sorte de lien avec Roméo et Juliette. Et ensuite, tous les moments où on voit nos 2 personnages, être parents, avoir une vie de famille et justement ensuite avec l'éloignement de ses membres. Mais j'ai trouvé ça beau, mais je voyais pas vraiment le but là-dedans. Je voyais pas ce qu'avait à voir, la pièce dans cet ensemble. Mais j'y voyais quand même quelque chose, d'assez, fascinant entre, l'être, le vivant, la mort, le lien avec, les divinités aussi puisqu'il y a cet enjeu-là avec, le fait de passer outre la disparition, le fait de, avoir un membre de la famille qui est très lié à des divinités puisque dans le synopsis, je l'avais dit, mais, Agnès a l'esprit très libre, mais en fait, c'est un peu plus que ça. Elle correspond pas vraiment à cette société du XVIe siècle et elle croit beaucoup en les divinités. C'est-à-dire que on a tout un texte autour, du fait que, dans cette famille-là, les femmes sont très importantes et ont toujours des liens avec les dieux. Voilà. Du coup, on découvre ça et assez étonné, quoi. Ouais, 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 bah, assez vite dans le film, il y a les autres personnages, bah, plus du côté justement de la famille de William Shakespeare qui lui dit que cette femme, c'est une sorcière. Parce que, bah, sa mère était pareille, même elle, elle lui dit qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Assez rapidement dans le film, ouais, on a ce rapport un petit peu spirituel à la nature, où le personnage d'Agnès, donc la femme de Shakespeare, est vraiment très, très lié à la nature. Presque la nature représente, c'est un petit peu une métaphore même de ses émotions. Voilà, il y a des moments assez dramatiques dans le film qui sont caractérisés notamment par des inondations, des tempêtes, voilà. Donc il y a tout ce rapport-là, à la nature qui est mis en place très vite et que je trouve plutôt intéressant, voilà, dans cette première partie. Après, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que cette partie-là, on va dire, de l'histoire d'amour et de la famille dure peut-être un petit peu trop longtemps. Et encore, moi, j'ai envie de me dire que, la partie qu'on attendait tous, on va dire, de la pièce de théâtre, voilà, de l'héritage de, voilà, de William Shakespeare, elle arrive un petit peu comme une libération, en fait, à tout ce qu'on vit avant et donc c'est pour ça aussi que j'aime bien le fait que ça arrive à la fin, on va dire, pour soulager le spectateur et hem et pas en plein milieu parce qu'honnêtement, je sais même qu'est-ce qu'ils auraient pu raconter si ça avait été mis, plus au milieu du film? Je sais pas du tout. Donc oui, je comprends que ça puisse décevoir ou étonner certains et que le film peut paraître long. À titre personnel, ça m'a pas dérangé, voilà. Bah, moi non plus, avec le recul, ça m'a pas dérangé, mais en fait, j'étais plus un peu consterné devant le film puisque, bah, je voyais pas, ce qui était vendu dans le trailer, tu vois? Donc j'étais un peu, bizarre vis-à-vis de ça parce que, c'est un film différent que je suis en train de regarder, quoi. Mais oui, effectivement, elle fait sens. C'est le cas, elle fait sens. Par ailleurs, je le dis maintenant, en fait, je sais pas quand on fera de partie spoiler parce que, mais je trouve que la fin est tellement étonnante, tellement, puissante aussi parce qu'on va y revenir justement, parce que le film joue beaucoup avec le pathos, tellement étonnante, tellement peut-être aussi puissante que, bah, c'est compliqué, d'aborder ça
sans spoiler, mais en même temps, c'est un peu le synopsis que j'ai lu et qui aussi se déroule devant moi parce que il est un petit peu plus long que ce que j'ai rapporté à l'oral. Bah, il spoil un petit peu ce qui va se passer après, je trouve. Mais c'est compliqué de parler de ce film sans parler de la fin, puisque bah, dans ces constructions-là, Chloé Zhao fait tout un film où la fin est primordiale avant tout, où elle explique beaucoup de choses. Et bah avant, en fait, il y a surtout ces questions de divinité-là qui, comme tu l'avais dit, est bien rapportée à la femme au niveau de ce siècle. Et bah, outre ça, en fait, on a à peu près que les dynamiques familiales à se mettre sous la dent et surtout cette reconstitution, quoi, qui est, je trouve, assez intéressante dans ce qu'elle montre dans le siècle, même si je trouve que justement vis-à-vis de ces questions féminines, elle pourrait être un peu plus poussée, quoi. Oui, 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 je suis d'accord. Et puis oui, de toute façon, il faut le dire, le film, le personnage principal du film, c'est pas William Shakespeare. C'est Agnès, c'est la femme de Shakespeare, où il y a plusieurs moments pendant le film où lui, il s'en va à Londres, voilà, pour trouver du travail. On sait pas exactement hein, ce qu'il fait à ce moment-là du film. On s'en doute, parce qu'on sait que c'est Shakespeare. Mais voilà, et c'est jamais vraiment clairement abordé jusqu'à la fin. Donc ça se concentre vraiment pas sur lui, ça se concentre vraiment sur elle, comment elle va vivre éloignée de son mari, avec ses enfants, dans cette société où elle se sent quand même finalement bah, plutôt différente. Même si voilà, quand elle se marie et qu'elle a des enfants, on va dire, elle arrive quand même à créer une sorte de cocon familial avec les proches de William Shakespeare, chose qui au début était pas du tout possible. Enfin, surtout avec la mère, parce que le père, c'est un autre cas. Mais voilà, on se concentre vraiment sur elle. Après, on se concentre vraiment juste sur son rapport à la maternité. Euh, et puis, bah, voilà, toutes ces croyances qu'elle a, ou plusieurs fois, voilà, elle le dit, ou elle a des visions. Mais voilà, en dehors de ça, le film va pas en profondeur sur le sujet des femmes à ce siècle-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ça se concentre uniquement sur la famille. C'est un film qui est très intimiste, hein, de toute façon. Mais je trouve que même sur la partie autour de la parentalité, c'est beaucoup plus Shakespeare du coup qui est développé puisque d'abord, tu l'avais dit avec son père, il y a des rapports difficiles. Au début, on le voit qui se fait frapper par lui parce que il est un peu décevant. On est au XVIe siècle, du coup, un prof de latin dans une société telle que qui n'accepte pas forcément les études de lettres, c'est souvent mal vu et du coup ça a été mal vu par son père qui le frappait. On le voit à un autre moment dans le film puisque on comprend que son père fait des gants et que je crois que c'est pour ça qu'il part premièrement à Londres, hein. Ils disent que justement il se rapproche de la troupe de théâtre parce que il leur fournit des costumes. Et justement, on le voit se frapper, et lui qui rétorque non, tu me frapperas plus, qui prend un peu l'ascendant sur lui. Et ensuite, du coup, on a cette relation paternelle entre du coup lui et Hamnet, son garçon, qui est aussi intéressante puisque bah, je trouve que il essaie un peu de corriger les erreurs qu'il a eues avec son père, mais finalement, peut-être que le fait d'être William Shakespeare en crée de nouvelles. Il est pas là, en fait. C'est ça, c'est peut-être ça le truc le plus dramatique et qui va créer la destruction, entre guillemets, du couple pendant une petite partie du film. C'est que bah il est absent et il y a un petit garçon à la maison qui a besoin de son papa, qui a besoin de ce soutien-là, puisque c'est le seul homme à la maison. Du coup, il se sent peut-être un petit peu seul. Il y a un truc qui va pas. Lui, il le voit un petit peu peut-être comme son modèle. Du coup, bah, vu qu'il y a un lien entre les filles dans cette famille-là, et du coup, comme j'avais expliqué plus tôt, et ben, peut-être qu'il se sent un peu lésé et qui, justement, il y a ce premier manque-là qui s'orchestre et qui n'est pas du tout coup le dernier, hein. On verra ça par la suite, mais je trouvais que bizarrement, c'était plus ce lien paternel-là qui était beaucoup plus exploité, quoi. Oui, 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 bah, sur ça, oui, je suis d'accord, on va dire qu'au niveau en tout cas au niveau de Hamnet, après que les filles, c'est différent, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus Agnès, qui
Il y a beaucoup plus de scènes avec Agnès. Mais oui, vis-à-vis de Hamnet, on voit bien que, comme tu le dis, il veut surtout pas faire les mêmes erreurs que son père. Et donc, ils jouent ensemble. Voilà, on voit que Hamnet a envie de devenir comédien parce qu'ils font, voilà, ils s'entraînent ensemble à jouer à l'épée. Il y a vraiment des scènes très touchantes avec le petit Hamnet, et qui est d'ailleurs enfin vraiment, je trouve que l'acteur joue extrêmement bien. Jacoby Choop, il s'appelle. Il joue vraiment très bien. Il est très touchant. Donc oui, sur ça, je suis d'accord qu'au niveau du fils, c'est vraiment Paul Mescal qui a le plus de scènes et où c'est le plus développé. Et puis bah de toute façon, c'est pas pour rien que après, voilà, il, il met en scène, voilà, on en parlera plus tard, mais il met en scène quelque chose qui est en lien avec son fils. Voilà, parce que bah il va se produire quelque chose qui peut-être ne se serait pas produit, comme tu l'as dit, si il avait été plus présent. Parce que voilà, il part beaucoup, ça lui est beaucoup reproché, alors que la première fois, c'est elle qui a tout fait pour que lui puisse partir, parce qu'elle voyait on voyait justement dans certaines scènes que, notamment à cause de son enfance difficile, il avait une souffrance en lui, Paul Mescal, enfin William Shakespeare, qu'il avait besoin de partir loin, de partir dans la capitale pour éviter de craquer. Donc c'est elle la première fois qui lui dit, enfin qui fait tout pour qu'il parte à Londres, voilà, qui va voir le père, qui va voir la mère, tout ça. Mais après coup, bah finalement, il y prend goût et donc il part souvent, et puis bah aussi parce il veut offrir une meilleure vie à sa famille, et donc il y a que en partant là-bas qu'il pourra y aller. Mais elle lui reproche souvent, il y a ses absences, et donc on sent que l'amour entre eux vacille à plusieurs reprises, hein, quand même. Mais ouais, c'est vrai que toute cette partie-là dure assez longtemps, hein, quand on y pense. C'est sur quoi? Le film dure 2 heures, je crois, 2h05. Ça doit être 1h40, hein, je pense, on va dire la Oui, vie de oui. famille, hein. Oui, oui, c'était un petit peu long, c'était genre 1h30, 1h20. Mais bah, justement, je disais, c'était un peu bizarre que on n'ait pas vraiment le point du film. On ne sait pas vraiment le but de montrer tout ça. Mais tu avais dit un truc important dans ton truc, c'est la mise en scène. Et je trouve que c'est peut-être l'un des éléments les mieux réussis du film, puisque dedans, bah, justement, elle s'est fait critiquer en plus de tout le film, d'être un petit peu Oscar bait, que elle est jolie, etc., mais elle sera pas beaucoup. Alors que bah, je trouve que dedans, il y a une sorte de théâtralité qui joue, que on puisse voir une sorte, tout un jeu sur le fait que tout se passe, que chaque élément soit au même plan dans l'image et que tout soit un petit peu plat, comme si c'était joué au théâtre. Et je trouvais ça intéressant. Je sais pas si tu l'avais vu ça, Ouais, 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 bah, il y a beaucoup mais de plans larges, il y a beaucoup de plans larges dans le film, et donc ouais, on a cette sensation d'être face à une scène, en fait, à de nombreuses reprises, et ouais, sur ça, c'est plutôt réussi. Et puis en même temps, ces plans larges créent une sorte aussi de liberté qui va être contrebalancée, justement, qui va être contrebalancée par les drames qui vont se produire, et ça crée une sorte de choc que je trouve assez intéressant, tu vois. Ces grands plans larges qui vont être vraiment d'un coup oubliés pour des scènes bien plus proches et bien plus dramatiques, et donc ça crée quelque chose qui fonctionne très bien, je trouve, en termes d'émotion. ouais, c'est vrai, on utilise le large pour ensuite se rapprocher et entrer un peu plus dans les émotions, ouais. Mais du coup, vu qu'on tourne un petit peu du pot, au niveau de cette fin du théâtre, etc., est-ce qu'on passerait pas, en partie spoiler, à seulement 19 minutes au niveau du record que j'ai? 19 minutes du début, parce que je trouve que la fin est tellement importante dans ce que le film montre, et aussi dans moi, tout ce que j'ai à dire autour de ce film, parce que pour le coup, le film, j'ai quelque chose à en dire, à en redire, puisque c'est une fin que je trouve un peu compliquée à juger au niveau de ce qu'elle fait, de ce qu'elle montre. Est-ce qu'on passerait pas en partie spoiler pour directement l'aborder là? À part si t'as encore des trucs à dire qui Non, non, relèvent. bah non, c'est compliqué là de parler, on va dire, du message du film et de tout son propos, sans spoiler, hein. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu un film un Et peu, puis on va bon, comme dire, tu l'as dit, anormal.
comme tu l'as dit, de toute façon, le résumé du film et puis même la bande-annonce, mine de rien, elle spoil. Donc, Donc là, nous passons en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, allez-y. Parce que je pense que tu le conseilles, non? oui, 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 moi je le conseille. Moi, je suis pas du même avis que les gens qui disent que c'est un Oscar bait. Alors oui, le film va vraiment beaucoup dans les émotions. Est-ce qu'il y va de manière facile? Je sais pas. Le sujet est difficile de toute façon, donc c'est un sujet, on va dire, qui est propice à nous créer des émotions. Donc, mais moi, je suis pas d'accord sur le fait que c'est un Oscar bait. Je trouve qu'il y a plein d'idées dans ce film, que même les acteurs font un travail formidable dans le film. Donc oui, moi, je le conseille vraiment. Hein. Pour moi, c'est un très très bon film. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un excellent film avec des excellents comédiens. Puis c'est pas un film de Yes Man, quoi, vraiment. D'ailleurs, c'était un film, je voudrais juste revenir dessus, c'était un film qui avait été produit par Spielberg et Sam Mendes, et c'est eux qui ont choisi Chloé Zhao, qui l'ont choisi vraiment, voilà, il la voulait elle pour ce film-là. Donc je pense que c'est pas pour rien. Voilà, nous, bon, on connaît pas assez son cinéma pour pouvoir dire est-ce que ça a été utile ou pas, mais en tout cas, là, pour moi, elle a fait du très bon travail sur ce film, donc je le conseille. Bah moi, en vrai, moi aussi, je le conseillerais, même si bah, je vais les mettre après, j'ai de petites réserves, mais franchement, j'ai passé un bon moment devant. Et c'est le final vraiment qui m'a fait dire que ça va, c'est quand même un bon film, quoi. Même si, du coup, bah, je le redis encore une fois, j'avais pas vraiment sur le coup compris à quoi servait cette longue première partie, quoi. Mais du coup, nous sommes en spoiler, bienvenue. Du coup, je vais tout spoiler maintenant. En fait, après la mort de Hamnet, parce qu'il est mort, le fils, parce que justement, son père lui avait dit de protéger les siens, etc. Quand il est pas, quand il part à Londres. Et justement, nous sommes au XVIe siècle et il y a la peste. Et la peste n'est pas très bien. Du coup, la jumelle de Hamnet, Judith, se fait prendre par cette maladie-là. Et, entre guillemets, Hamnet dit à sa sœur qu'il va essayer de duper la mort en prenant lui-même cette place de mort. Ce qui nous ramène aussi un peu plus tôt dans le film, lorsque la mère dit qu'à son chevet, il n'y aura que 2 de ses enfants. Du coup, on nous dit dès lors que un des 2 enfants va mourir. Mais du coup, cette mort va un peu casser toute dynamique familiale. On va voir que Jessie Buckley va être beaucoup plus froide avec son mari qui a essayé d'être là sur place, mais arrive au moment où pas son fils est mort. Hein. On peut pas dire autrement. Mais voilà, ils vont continuer, ils vont déménager aussi. Un peu donc oublier cette perte. On se retrouve un an plus tard, au moment où le couple est au plus bas. Agnès en a un petit peu assez, elle va voir la pièce que son mari prépare, qui est montrée à beaucoup de gens, des gens un peu des gueux, hein, comme on peut le dire d'un ton méprisant, qui sont là, qui se rassemblent dans un théâtre un peu ouvert pour tous. Et du coup, on a cette pièce qui s'appelle Hamlet, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre dramatiques de l'histoire, mais qui, du point de vue d'Agnès, raconte justement tout le point de vue du drame par rapport au père. Et ce qui nous ramène, encore une fois, et j'ai eu des dons de clairvoyance, évidemment, lorsque j'ai vu ce moment-là, qui m'ont ramené un peu plus tôt dans le film, où lorsque William et Agnès se rencontrent dans la forêt, eh bien, William dit qu'il arrive très peu à s'exprimer sur ses émotions et qui du coup le fait avec des histoires. C'est pour ça qu'il raconte à un moment le mythe d'Orphée. Mais là, il va raconter tout de la manière dont il a ressenti cette mort en d'abord, et c'est peut-être le truc le plus important, se mettant à la place de son fils lorsqu'il meurt. Voilà. Du coup, il incarne le roi Hamlet et son fils incarne le personnage principal de la pièce. Je ne l'ai pas lu, hein, je peux rien dire. Mais voilà. Et on a tout. Et c'est à ce moment-là que prend sens un petit peu tout ce qu'on avait vu précédemment dans le film, quoi. Voilà. Oui, voilà, donc c'est ça, la pièce de théâtre, bah, comme tu le dis, va servir pour William Shakespeare d'exutoire, entre guillemets, d'exutoire pour faire son deuil. Parce que après la mort d'Hamnet, il n'arrive pas à exprimer son deuil. On sent qu'il est plutôt renfermé. Puis il y a aussi Agnès qui lui reproche de ne pas avoir été là, hein, surtout.
donc il s'en veut et donc il repart à Londres et c'est là qu'il écrit la pièce de théâtre Hamlet et donc où comme tu le dis, il inverse les rôles, c'est-à-dire que c'est lui qui va mourir à la place de son fils, un petit peu pour essayer de faire revivre son fils à travers l'art. Et ça arrive tardivement dans le film, mais c'est là que que je trouve que le choix parce que jusque là on pouvait se dire pourquoi ça parle de William Shakespeare, genre, c'est quoi l'intérêt, c'est juste une famille qu'il arrive un drame et tout. Mais là, pendant cette fin-là prend tout son sens vis-à-vis de ça. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment réussi. Où on a plusieurs. En fait, c'est vraiment, je trouve, des idées qui se nourrissent d'elles-mêmes, qui se nourrissent entre elles. Tu vois, il y a la mort du fils qui va servir spirituellement à créer l'héritage de Shakespeare. Ça va l'inspirer. Et puis après, il y a cette pièce de théâtre qui va servir à, on va dire, rendre éternel son fils. Tu vois, moi, j'ai un peu cette idée que la pièce de théâtre va servir de tombeau un petit peu pour Hamlet. Enfin, on le voit, de toute façon, il y a des scènes où on le voit, où Agnès et William Shakespeare voient leur fils sur la scène, et puis on le voit partir après derrière la scène de théâtre. Donc j'ai cette idée que la pièce sert de tombeau, on va dire, pour que leur fils vive éternellement auprès d'eux. Et ces deux manières il y a vraiment deux manières de vivre le deuil dans le film, quoi. Il y a la manière d'Agnès qui est beaucoup plus extériorisée, où elle va vraiment pleurer, crier, elle va vraiment souffrir physiquement et ça va s'entendre, ça va se voir. Et la manière de William Shakespeare qui est bien plus intériorisée, où ça va passer par l'art pour ça, parce que lui n'arrive pas à parler, sûrement peut-être à cause de l'enfance qu'il a eue. Et donc j'aime beaucoup cette idée-là. Mais moi, je suis un petit peu d'accord avec ça. Parce que moi, une œuvre qui appelle l'art comme chose qui peut véhiculer une part de soi, une part aussi de ce qu'on ressent, j'aime beaucoup ça. Ça me rappelle évidemment une citation de Proust dans Sodome et Gomorrhe, si je me trompe pas, où il disait que une œuvre d'art pouvait et servait surtout à montrer la vision du monde vue par quelqu'un d'autre. Et qui, du coup, c'était l'une des choses les plus importantes du monde, puisque c'est grâce à elle qu'on prend conscience que nous ne sommes pas tout seuls et qu'il y a plusieurs interprétations à tout. Mais du coup, oui, j'aime cette fin, j'aime aussi le fait que on a un homme qui ne sait pas parler et qui parle via ça, ce qui me ramène évidemment à penser autour du souvenir, etc., de comment sont vécues les choses, et ce qui me rappelle plein de films. Il y a Blow Up, l'année dernière, il y avait L'Agent Secret qui, pour moi, le réutilise un petit peu ça avec justement utiliser l'art comme réceptacle mémoriel afin de parler d'un temps. Et je trouve qu'elle utilisait aussi. Alors pour moi, j'ai des petites réserves. Par exemple, le fait que je trouve on banalise un petit peu la mort d'Hamnet puisque on le montre, puis après on montre l'impact de sa mort sur ses parents, qui est assez rapide, hein. Je pense, c'est dans le même fuseau temporaire, dans le même espace-temps, puisque c'est quand le père arrive en tout cas, et qu'il découvre son fils qui est mort. Ensuite, on a un time skip de 1 an pour arriver au spectacle, et je trouve que c'est un peu dommage puisque il manque quelque chose, il manque le manque. Il manque le fait qu'on puisse voir la mère qui se rend compte qu'il n'est pas là. Que le père, lui aussi, outre le fait qu'à un moment on le voit en train de s'énerver contre ses acteurs au moment de la répétition, puisqu'il veut que ça soit parfait. Et justement, pour revenir à cette pièce-là, à sa lettre entre guillemets finale vis-à-vis de ça, qu'il veut que ça soit parfait et tout, mais il manque justement le fait que des jumeaux, on passe à une seule sœur, quoi. Je trouve qu'il manque ça. Et peut-être que, je dis ça comme ça, mais peut-être que c'est faux, hein, évidemment. Et même moi, je me contredis. C'est peut-être que aborder Hamlet que sous ce sens-là, pardon, c'est retirer un petit peu de grandeur à la pièce, malgré que je trouve que c'est un point de vue très intéressant de prendre un chef-d'œuvre et de le rendre comme œuvre très personnelle à quelqu'un. C'est à la fois intéressant et à la fois un petit peu dommage. Du coup, c'est une fin qui me fascine un peu parce que elle fait tout, mais en même temps, elle manque un petit truc, même si c'est magnifique, quoi. Ouais, ouais. Après, moi je pense, alors oui, le film se concentre, on va dire, sur la mort de leur fils pour la création de la pièce, parce que je pense que c'est le sujet du film de parler du deuil, mais enfin du film et puis du livre. Mais il y a des scènes où avant qu'ils aient des enfants,
ou alors non, je crois qu'il venait d'en avoir un seul, où on voit Shakespeare écrire quelque chose qu'il veut pas montrer à Agnès. Et puis, alors peut-être que je me trompe totalement, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il avait déjà commencé à écrire Hamlet à ce moment-là. Ça s'appelait sûrement pas Hamlet, hein, que leur fils n'était même pas né. Mais voilà, c'est à cause, on va dire, de la violence de son père, qu'il avait vis-à-vis de son père aussi, qu'il a, je pense, commencé à écrire ça et il veut pas le montrer à Agnès parce que c'est trop violent, il veut pas que Agnès ait peur de lui, entre guillemets, parce qu'il a trop de violence en lui. Donc je me dis que peut-être il avait commencé à écrire avant et que après c'est la mort de Hamlet qui a transformé l'œuvre. Mais voilà, après j'interprète peut-être trop. Et puis pour revenir à ce que tu dis au niveau, voilà, du fait que le décès soit passé peut-être un peu vite. Alors oui, je suis d'accord, ça va un petit peu vite. Maintenant, il y a aussi quelques belles scènes où voilà, où Chloé Zhao filme la maison, la pièce de la chambre où tu vois qu'il n'y a plus le lit et la pièce est vide, il manque un lit, la maison semble sans vie. En plus de ça, il déménage parce que Shakespeare trouve une maison d'ailleurs où qui fait même pas visiter à lui-même, à sa femme. D'ailleurs, ça lui est reproché aussi, hein, pourquoi tu nous fais pas visiter la maison toi-même. Donc, Chloé Zhao, elle arrive quand même à mettre des petites bribes, on va dire, de ce manque-là, que ce soit du manque de leur fils ou du manque de Shakespeare dans la famille. Mais effectivement, c'est assez léger, je suis d'accord sur ça. C'est, je pense, Et aussi, le défaut. Ouais. mmh, bah, voilà. Et aussi, là, c'est pas de mon ressort pour le coup, mais j'ai aussi noté beaucoup de gens, notamment des membres de la Septième Illusion, hein, on va pas dire qui c'est, hein, mais vous savez tous, c'est public, hem, qui marquent aussi le fait que, le film utilise beaucoup de reconstitutions, sauf pour la nature évidemment, et où ils ont pris, un endroit assez champêtre, qui, rappelait un petit peu, toute, une sorte de fantaisie vis-à-vis de cette nature-là qui est présente dans le film, avec justement à la fin une sorte de vivant qui est présent par les acteurs, du coup, qui sont en train de rejouer des événements un peu réels, et justement cette nature peinte, alors que bah, justement c'était le truc un petit peu caractéristique du film, c'est que si tout est faux dans le film, puisque on assiste évidemment à un film, hein, c'est ça, c'est un décor qui reste, c'est celui de la forêt. Mais je trouve que c'est assez astucieux. C'est comme si on avait William Shakespeare qui essayait de s'approprier, de retranscrire quelque chose qui était là, qui était beau, mais qui ne le fait pas forcément, qui manque toujours quelque chose vis-à-vis de la vraie vie, quoi. Et que peut-être que l'art ne pourrait pas tout capturer. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le vois. Là, je m'étais un petit peu éloigné de ce que les gens disaient là-dessus, parce que j'ai pas un peu plus développé cet argument-là. Mais c'est plus ce que j'ai vu vis-à-vis de cette utilisation-là, c'est que on réutilise les mêmes costumes, etc. Mais c'est cet élément-là qui change et peut-être que ça représente beaucoup dans ce changement-là. Ouais, c'est possible. J'avoue que sur ça, m'étais pas du tout fait la remarque. Pour moi, la scène, bon bah, on voit, c'est une forêt, et puis il y a cette porte noire qui représente le trou qu'on voit près de l'arbre d'Agnès, qu'on voit à plusieurs reprises. Justement, il y a quelque chose d'assez magique, spirituel vis-à-vis de ce lieu. Et puis bah, pour moi, ouais, c'est un peu l'idée qu'il y a une sorte de cycle, tu vois, le cycle de la vie, où c'est là qu'ils sont tombés amoureux, on va dire pour la première fois, parce que c'est là qu'il lui raconte l'histoire, c'est là qu'ils s'embrassent, c'est là qu'il se pose avec ses enfants, tu vois, et que cette scène représente ça aussi. Voilà, j'avais un peu cette idée de cycle. Après, peut-être pas du tout, hein, mais moi, voilà, je trouvais ça beau qu'il ait choisi un endroit qui parle, qui lui raconte des souvenirs, hein, c'est-à-dire, voilà, l'histoire d'amour avec sa femme et puis la vie avec ses enfants. Donc ça a rajouté Mais une petite touche d'humanité à Shakespeare. Mais c'est intéressant que tu parles de cycles, hein, parce qu'il y a des cycles dans le film, et justement, ce décor-là en fait partie aussi, hein. On a parlé du cycle avec justement la mère d'Agnès qui était aussi libre qu'elle, et qui sûrement et Agnès a sûrement des enfants comme ça. Mais oui, il y a aussi ce cycle-là avec ce décor, je suis d'accord. Et enfin, c'est peut-être toujours tu sais, lié à la question d'Oscar Bates dont on a parlé juste avant, dont tu as beaucoup plus élaboré que moi le truc. Mais il y a aussi le fait que dans ce film-là, les émotions elles sont un peu calibrées, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es censé être triste, voilà,
être un peu heureux au moment où tu vois toute cette famille gambader dans la campagne, etc. Mais ben moi, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est pas grave. Que c'est pas grave que t'aies des émotions à mettre à certains moments du film. Peut-être que même si tu le fais bien, ça peut amplifier un petit peu tout, tu vois. Genre, le premier exemple qui me vient, c'est la grande fois où j'ai parlé de pathos depuis le début de tous les podcasts, etc. C'était chez Jules Melon avec Twin Peaks et son pilote, où justement on montre le pathos absolu. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve dans ce rapport-là, il y a beaucoup de gens qui aiment pas, mais moi je me dis que si c'est bien fait, ça marche, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, bah oui, dans Twin Peaks, dans les pilotes, il y a totalement ça, hein, surtout avec la musique derrière. Puis là, d'ailleurs, la musique, oui, la musique appuie beaucoup ça à certains moments, hein. Mais ouais, non, moi je suis d'accord avec toi, le fait que ça puisse avoir un intérêt. Bah, et puis le film parle beaucoup, on va dire, bah, de théâtre, entre guillemets. Donc il y a, voilà, c'est le principe même des émotions. Je vais pas dire surjouées parce que pour moi elles le sont pas du tout, mais très appuyées, surtout vis-à-vis du personnage de Agnès. Mais c'est parce que c'est un personnage qui est très primal et donc quand elle a des émotions, elle les sort. Et mais voilà, c'est vrai que le film, quand il veut te toucher, il sait comment le faire. Quand il veut te faire pleurer, il sait comment faire. Il veut te faire sourire parce que c'est mignon, voilà. Il pense à tout, le film, je suis d'accord, hein. Mais ça me dérange pas parce qu'en plus, pendant tout le film, tu sais qu'il va se passer quelque chose parce que même elle le dit, qu'elle a vu, voilà, elle a vu 2 enfants sur son lit de mort et que les scènes où elle accouche, elle avait déjà un enfant puis elle accouche de jumeaux. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un des jumeaux, c'est la fille, je crois, qui ne respirait pas quand elle est née. Et bon, bah, finalement, pour je ne sais quel miracle, le bébé a survécu. Et aussi cette idée de fatalité, tu vois, je trouve. C'est-à-dire que cet enfant-là, elle aurait pas dû l'avoir. Et donc, la mort a décidé que, enfin, en tout cas, c'est ses croyances à elle, hein, que, enfin, elle croit à tout ça dans le film, que voilà, il y a une fatalité qui a fait que de toute façon, il fallait qu'il y ait un enfant qui meure. Et c'est Amnet qui est mort. Voilà, bon là, je digresse un peu, hein, c'est que ça m'y a fait penser, mais voilà, je trouve que Chloé Zhao elle met aussi un petit peu cet aspect de fatalité dans le film qui est lié tout à la spiritualité et que je trouve vraiment joli. Mais vas-y, tu peux divaguer, t'inquiète pas. C'est vrai ce que tu dis, hein, il y a cet aspect-là avec le vivant et la mort, hein. C'est comme ce que je disais à propos des décors et de la reconstitution. La nature dans le film est très vivante, mais c'est au moment de la mort d'un des membres de la famille que bah elle devient que simple décor sur une scène de théâtre. Ça rejoint aussi ce lien entre le vivant et la mort. Mais comme je l'avais dit, moi-même, ça me dérange pas je trouve que bah tu peux faire un film avec des émotions. Tu peux aussi avoir l'ambition d'être un film à récompense. D'ailleurs, bah, si c'était l'ambition de base, bien joué, puisque Hamnet est en train de récolter tout plein de récompenses, bravo. Mais si c'est bien fait, pourquoi pas? Moi, je trouve que si on a des ambitions avec l'art et qu'on y répond, tu peux tout faire. Voilà. Si c'est bien fait, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on soupçonne même pas, qui ont été faits avec l'intention de, voilà, de gagner des récompenses derrière, hein, des grands films. Donc non, pour moi, c'est pas les gens qui disent que c'est voilà, un Oscar bait, que c'est fait pour les Oscars et donc que c'est un argument pour descendre le film. Je suis pas du tout d'accord. Surtout que je trouve que la promotion du film, elle en fait pas des caisses vis-à-vis de ça, tu vois. Je veux dire, la seule promotion qu'on voit du film, limite, c'est bah, c'est les récompenses que gagne surtout Jessie Buckley, mais pas de leur fait ça, tu vois. C'est pas une promotion qui a été planifiée entre guillemets. Contrairement à d'autres films, tu vois, on peut parler de Marty Suprême, que j'attends énormément, mais qui lui, pour le coup, il y va à fond sur ça et je trouve qu'il a beaucoup plus cette étiquette de film pour récompense que Hamlet. Bah après, niveau de la promotion de Marty Suprême, je pense qu'on y reviendra évidemment au moment du podcast sur Marty Suprême, puisque c'est sûr qu'on va en parler. Mais j'ai l'impression que c'est tellement éloigné du propos du film, puisque c'est quand même un film sur un genre de ping-pong, que il y a ce truc où c'est peut-être un ego trip. Je dis ego trip, mais c'est peut-être juste Timothée Chalamet qui se fait plaisir, mais on dirait tellement juste un ego trip de Timothée Chalamet qui essaie de jouer sur cette promotion-là, de faire un truc avec ça que voilà. Mais Oscar bait ou pas, l'important c'est si ça t'a véhiculé des émotions. Et bah toi, enfin moi pour le coup,
Ça m'a, moi, je porte très peu au cinéma, mais j'ai quand même eu quelques larmes à la fin, parce que je trouve ce final vraiment très beau. La photographie, justement, très théâtrale, elle sort de ça pour montrer, justement, dans un plan final, mais absolument magnifique, jusqu'où le théâtre peut aller, en prenant justement un angle de vue qui ne l'est pas, tu vois. Mais c'était beau et c'est ce qui est important pour moi. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, bon, je pleure assez facilement au cinéma. Et ouais, bah, ce film m'a fait énormément chialer, hein, je vais pas mentir. Surtout à la fin. Et puis même l'idée même, voilà, de l'art comme, on va dire, pont entre le deuil, la parole, hein. L'art sert de parole, là, dans ce film-là, surtout pour le personnage de William Shakespeare. Moi, j'aime énormément cette idée-là. Et oui, globalement, ça m'a beaucoup fait chialer, hein. Après, voilà, j'aime énormément Paul Mescal. Je trouve que quand il s'agit de jouer les mecs très mélancoliques, avec beaucoup de souffrance en eux, mais qui est pas extériorisé, je trouve qu'il y arrive super bien. Et moi, ça marche tout le temps. Et puis, bah, Jessie Buckley, justement, à contrario, je trouve qu'elle arrive parfaitement à incarner cette force de la nature, hein, qui est super fragile, quoi. Et donc, ouais, j'ai beaucoup chialé. Donc, globalement, si vous voulez aller voir un film et en ressortir plutôt secoué, hein, enfin, pour beaucoup de gens, je pense que le film va pas les laisser indifférents. Je sais qu'il y a des gens qui détestent, mais je pense que la majorité des gens ça va les toucher. Donc, moi, pour ça, je Ça me conseille rappelle fortement. à ma séance, oui, Comment? mais ça me rappelle à ma séance, ça me rappelle qu'il y avait une femme à côté de moi qui était, anglophone, sûr, je les ai entendus parler, c'était anglophone et je me souviens au niveau du final, mais elle avait pleuré, mais toutes les larmes de son corps, quoi. Ça reniflait à C'était, mort, hein, dans la salle à la oui. fin. T'entendais les gens renifler quand les lumières se sont allumées, tout le monde s'est regardé, les yeux rouges. Donc non, sur ça, je trouve qu'il fonctionne bien. Voilà, après, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir voulu nous faire pleurer volontairement? Non, moi, je lui Non, reproche pas. mais moi, c'est aussi un truc que j'aime au niveau du cinéma, c'est que dans la salle là, on est plusieurs à ressentir à peu près la même émotion et à prendre un petit peu plaisir comme ça et c'est assez beau. L'autre fois où les autres fois où je ressens ça, c'était, dans les films dans les séances des films pour enfants, genre, le film Daffy et Porky qui sauvent le monde. Ça m'avait impressionné parce que je voyais plein d'enfants. Déjà, ils étaient tous sages, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais surtout, ils étaient tous en train de rire, de prendre beaucoup de plaisir. Donc moi, ça me fait aussi un petit peu aimer le cinéma, tu vois. Je trouve le cinéma c'est aussi beau par rapport aux émotions. C'est peut-être moins Ouais. académique comme propos, mais bah c'est factuel, quoi. C'est aussi là pour ça. On se rappelle évidemment du Fabelmans de Spielberg, hein, qui allait un petit peu vers ça au début, quand il disait que le cinéma c'était un rêve et que ça pouvait participer à la formation de plein d'émotions, etc. Ouais, c'est ça, bah, il y a une sorte de communion qui se crée dans la salle avec les gens et le film. En plus, là, je trouve que ça fonctionne bien parce que il se passe la même chose dans le film, en fait, à la fin. C'est-à-dire, nous, on partage le deuil des personnages vis-à-vis de cette scène finale. Et bah, les gens qui sont dans cette scène-là, c'est-à-dire je pense que c'est les gens de Londres, hein, les gueux, comme tu Ouais. disais, bah, ils partagent littéralement le deuil d'Agnès, sans le savoir, hein, ils le savent pas, mais ils partagent le deuil d'Agnès et de William Shakespeare littéralement à ce moment-là. Et donc il y a quelque chose qui se crée, tu vois, entre le spectateur et le film à ce moment-là, que moi je trouve qui fonctionne vraiment très bien. Voilà, ouais. Bah moi aussi. Juste pour la fin, puisqu'il est encore là en train de nous écouter, je propose de ramener Jules Melon sur la scène. Peut-être qu'il veut pas parler, c'est pas grave. Je couperai Bon, son. bonjour, bonsoir, j'allais partir juste, alors très très bien, on va faire une conclusion très très rapide. Eh ben c'était bien Amnet, super super constructif. Non 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 mais vous avez dit l'essentiel de toute façon. Après évidemment en tant que personne personnelle, moi en tout cas qui ai connu Shakespeare et tout à la fac, etc. Forcément il y a une lecture méta supplémentaire, mais c'est pas obligé d'avoir ça en tête pour aimer le film non plus. Tu parlais de pathos tout à l'heure Théo. Oui, il y a du pathos, mais qu'est-ce que le pathos? Et est-ce que le pathos doit être à bannir des films? Non, ça dépend comment c'est fait. Et là, dans l'ambiance théâtrale, théâtralisée, parce que Chloé Zhao ne fait pas de mystère là-dessus, elle théâtralise pas mal de scènes, notamment intérieures, même dans les émotions, bah ça passe. Le seul truc moi que je reproche, je sais pas si vous en avez parlé avant la zone spoiler, parce que je suis arrivé en cours de route. Le seul truc que je peux reprocher, c'est la surutilisation de la musique. C'était pas la peine en fait. Voilà. J'aime beaucoup Max Richter, hein. C'est un grand compositeur, voilà. Mais je sais pas si c'était utile d'en mettre autant de tartines, en fait. Voilà. Parce que ça, par exemple, on sort du théâtre. Le théâtre, c'est quand même un art il peut y avoir de la musique, hein, par-dessus. C'est pas un art où tu vas avoir une BO tout le temps, normalement.
Donc je ne sais pas. Est-ce que c'était dans le cahier des charges ou autre? Parce que c'est quand même Max Richter. Donc quand tu as un compositeur comme ça, il faut l'utiliser. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, si vous voulez finir sur ce point-là. Mais est-ce que la musique, parfois, ne peut pas faire enfin, est-ce que, par exemple, certaines personnes ont senti le surplus de pathos à cause de la musique par-dessus? Parfois, la sensation fait que, aussi. Bah Ça serait moi, intéressant peut-être d'avoir un que... mix. Moi, je rêverais de voir ce film, de revoir ce film avec un mix sans son, sans musique accompagnatrice. Voilà. Bah, peut-être que j'étais un peu impliqué dedans, mais je l'ai pas vraiment senti. J'ai ressenti quand même que la musique était très très belle. Je trouve Ah, c'était il y une a des grande moments, réussite. oui. Il y a des moments Ouais. où elle est discrète. Enfin, il y a des petites tonalités qui sont pas très, tu vois, qui appuient pas trop. Mais il y a Hmm. peut-être quelques envolées lyriques épiques un peu en trop, selon moi. Mais bon, elle est très bien. Moi, j'ai pas vraiment entendu. Je sais pas toi, je sais pas si toi, Max, tu l'as ressenti, mais moi, pas vraiment. Non, 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 bah, je l'ai trouvée très belle, mais j'ai pas trouvé qu'elle appuyait, tu vois, trop les scènes qui se voulaient tristes, voilà, en appuyant fort sur enfin, en faisant en sorte que la musique appuie pour que ça nous touche encore plus. J'ai pas ressenti ça particulièrement. Après, voilà, à voir, peut-être que on s'en rend pas compte, hein, de toute façon. Mais d'un côté, je pense que si on s'en rend pas compte, bon, bah, dans mon cas, c'est que ça a bien fonctionné. Puis bon, Mais après, ce film qui a été qualifié de bourgeois par certaines personnes, dont on taira le nom. ne l'est pas. Moi, je pense au contraire, si on le replace dans un contexte de l'époque, on est dans un vrai geste populaire. Shakespeare, c'était quand même un vrai. Il n'était pas très apprécié des bourgeois et autres à l'époque non plus, parce qu'il était Mais, controversé dans les thèmes qu'il abordait dans ses pièces. C'était pas évident. Et à la fin, on le voit, le théâtre populaire, comme vous l'avez dit. Juste me demande, toi qui es prof d'anglais, est-ce que tu peux me confirmer que Shakespeare a eu des élans homosexuels, justement à Bah, cause de son nom? Alors, le fait est que la vie de Shakespeare est faite de beaucoup de parts d'ombre, notamment cette période-là. On sait peu, avant Hamlet, du coup, on sait très peu de choses sur Shakespeare. Donc, il y a eu beaucoup d'idées fantasmées, on pouvait imaginer plein de choses. Et là, je pense que d'ailleurs, le bouquin dont est adapté le film, là, a beaucoup imaginé. Voilà, déjà, l'idée de Hamlet qui aurait inspiré Hamlet, pourquoi pas? C'est ça aussi qui est intéressant dans le film, c'est que ça rend la fiction, ça rend quelque chose de supposé réel très fiction aussi. C'est un faux biopic, quoi. C'est pas du tout un biopic même. C'est quelque chose qui est purement dans la fiction. Il n'y a que l'idée que Hamlet a été écrit qui est vrai, et le fait que Hamlet ait existé et soit mort, mais on sait même pas de quoi d'ailleurs en vrai. Le fils Hamlet, on sait pas de quoi il est mort dans la réalité. Mais bon, probablement la peste, en effet. Moi, je trouve ça assez intéressant aussi. C'est un geste de création artistique aussi, le bouquin de base et le film. Parce que peut-être que certaines personnes ont cru que, ah ouais, mais bon, la vie de Shakespeare. Mais c'est pas un film sur la vie de Shakespeare, du tout. Faut pas le voir comme ça. C'est un geste sur comment l'art peut-être Ouais, aider à passer outre un deuil, même si c'est difficile, à accepter quelque chose. c'est beaucoup plus universel, quoi. Ça se résume Oui, pas. voilà. Ça pourrait fonctionner avec plein d'autres, voilà. Et puis en plus, je crois que j'avais lu que, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'avais lu que Shakespeare détestait sa femme. Alors bon là, ça se ressent pas dans le film, mais a priori, il détestait. C'était Anne Hathaway, je crois qu'elle s'appelait sa femme. Oui, Anne Agnès Hathaway. C'est une Hathaway, oui. actrice. Ça Ouais. Oui, mais suffit à voir. C'est pour ça, je c'est un crois que vampire en fait. ouais, mais je crois que Agnès, elle avait pris ce nom parce que, enfin, dans le film, c'est peut-être plus parce qu'elle est proche de la nature que son nom de baptême. Enfin, il va y avoir un délire là-dessus. Mais peut-être que, je crois, après le succès, à partir du succès de Shakespeare, je crois que il y a eu des tensions de couple. Oui, mais avant, c'est pas garanti. Oui, oui, non, je pense que c'est bien Mm. après quand il est devenu célèbre. Oui. Mais bon, c'est pas important dans le Célébrité. film, on s'en fout. De toute L'important, façon, on c'est le que moi, voit, hein, William Shakespeare. Dans le film, on le voit. De toute Mais façon, vous en avez sûrement parlé avant la zone spoiler, mais on les voit tous les deux totalement marginalisés par leur famille. Hein. je prends encore la C'est un film. Wikipédie, mais c'est surtout Max qui disait que bah on est vraiment très loin du biopic puisque on est un peu plus concerné par les dynamiques familiales dans ce film. Que Oui, c'est pas vraiment oui. c'est le côté historique qui est important. C'est vraiment c'est l'intime. Alors que par exemple dans un film qui est sorti la même semaine qui s'appelle je sais plus le nom, le dernier film d'Assayas là. Ah, le Oh là badge là, du Kremlin, oui. le match du Kremlin c'était pas bien, Ouais, le fromage du Kremlin, ouais. Ouais, ouais. Mais l'idée dégueulasse. que c'est un film de Chloé Zhao, on pourrait croire que c'est un peu une commande et tout,
Non, c'est aussi un film de Chloé Zhao par rapport aux marginaux, par rapport à cette idée de faire un deuil, d'une perte. Il y avait ça avant dans son cinéma aussi. Donc oui, c'est une réalisatrice qui s'embourgeoise peut-être. Rappelons quand même que Chloé Zhao est d'origine chinoise, mais très vite elle s'est américanisée une fois arrivée au pays. Voilà, on va pas dire que c'est pas la révolutionnaire absolue du cinéma non plus, mais elle s'intéresse aux gens et aux espaces, et les espaces mentaux des gens aussi. Et ce film le montre bien. Il y a beaucoup d'espace mental, enfin d'espace mentaux au pluriel du coup, aussi au-delà des décors qui sont parfois factices. Puis il faut voir le début du film qui fait écho à la fin sur la scène, avec l'ouverture vers la forêt, la façon dont ils se rencontrent dans la grange au début qui rappelle l'ouverture sur la pièce sur le théâtre au bout, enfin le décor de la pièce de théâtre au fond là, qui fait factice, oui évidemment, mais il y a quand même des idées de mise en scène, il y a une logique j'ai envie de dire presque envie de dire dans la métrique du film, un petit peu comme Shakespeare avait aussi sa logique de composition de ses vers dans ses pièces de théâtre, parce que c'était des poèmes, hein, les tirades de ces tragédies et de ces pièces de théâtre, hein, Shakespeare. Il y a quelque chose, quoi. Je pense qu'elle s'est beaucoup documentée sur Shakespeare, elle a beaucoup lu du Shakespeare aussi, pour essayer de capter une intention artistique derrière. On peut lui reprocher, peut-être, de pas s'être assez émancipé peut-être du projet d'origine, peut-être. Mais bon, voilà, elle a pris le truc en main avec la scénariste qui est quand même l'autrice du bouquin aussi. Donc voilà, c'est un travail intéressant artistique aussi et ça nous a touchés, donc ça a marché sur nous. On comprend que certaines personnes aient trouvé ça assez faux, assez vain, peut-être. Mais bon, comme beaucoup de films qui divisent après tout. Hein. On parle de beaucoup de films qui divisent en ce moment, notamment Sinners. Hein. Voilà, à cause des Oscars du coup. Oh. Oh. Ouais, avec des faux débats. Mais C'est tu pas connais parce mon que, avis. Hein. voilà, non mais 16 nominations, c'est trop, Non. oui, pour Sinners, c'est clair. Mais alors, les arguments de certaines personnes, on s'en passe. Non. Oui, on sent pas. C'est personnellement moi qui n'ai pas trop aimé le film, mais c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Mais bref, voilà. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce Hamnet. Crée le débat quand même. Bon, mais allez au cinéma, vous faire votre propre avis, voilà. Bah, comme Oui, d'hab. oui, moi je le conseille. Hein. C'est un très bon Moi aussi, moment. hein. Moi, je l'ai dit, je l'ai exprimé ici, j'ai quelques réserves sur certains points, mais honnêtement, j'ai passé un bon moment et je trouve que le film est bon et gère bien ses émotions, donc pourquoi pas aller le voir, quoi. Voilà. Mieux que Voilà. le mage du Kremlin. Hein. Ouais. Voilà. Bah, je sais pas si vous êtes fan d'exposé PowerPoint, c'est le film à voir. Ou de Paul Dano qui ne joue pas. Ouais, aussi. Ah, Il Tarantino. donnerait presque raison à Tarantino, c'est dommage. Ouais. Ah oui. Non. Et qui fait un petit accent un peu bizarre, qui parle très Ouais, froidement. Alors ouais. qu'ici, nous avons un magnifique Paul Mescal qui, à la fin, possède le plus beau visage du monde, voilà. Quand il regarde sa femme à la fin de la pièce, c'est magnifique. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était lors. Ah, mais c'est magnifique. Ces accents britanniques, je sens qu'il a gardé son petit accent écossais, Paul Mescal, quand même. Alors, est-ce que William Shakespeare aurait Irlandais, attention, il est irlandais. mais tu sais que ça. Il a plus pris un accent du nord de l'Angleterre, là, peut-être. D'ailleurs, ils sont tous les deux irlandais. Hein. Lucy Buckley aussi est irlandaise. Mais chez Lucy Buckley, par contre, si elle n'a pas l'Oscar, je suis désolé. Voilà. Mais peut-être que Rose Byrne, oui, c'est vrai. On n'a pas vu le film. D'ailleurs, en parlant de Paul Mescal, moi, je vais aller voir History of Sound avec Josh O'Connor et Paul Mescal. Ah, de Oliver Hermanus, c'est ça? Voilà, ça va être ma semaine Paul Mescal, Josh O'Connor avec The Mastermind hier et Hamnet avant-hier. Oh la vache! Oh là là! Alors, soyez on est bien. Quand on fera les stats Letterboxd fin 2026, on sait quels acteurs seront en haut. Ah, pas forcément, parce que je suis en train de découvrir tous les Hong Sang-soo, donc... oui. Tout les mêmes acteurs. Il y a quelques acteurs et actrices fétiches, c'est vrai, dans le lot. Donc, même des actions fétiches dans ces films, hein, et qui se répètent beaucoup. Oui, cinéma de répétition, c'est vrai. Comme Jarmusch. Je pourrais pas dire. Le dernier Jarmusch est un peu Hong Sang-soo-esque par moment. Voilà. Ça, je cite Samir. Samir si on regarde compte de cinéma, pourquoi pas, hein, en vrai. Non, mais Samir en a parlé dans son différence, mais pourquoi pas.
Il en a Bah, parlé allez de son, aussi son regarder émission Micro récente. Ciné, il est meilleur que nous. Voilà. Oh là Non, là. non, mais il a fait une émission avec François Bégodeau sur le Jarmusch et le Hasagas. Et en effet, j'ai écouté ça, j'ai dit oui, c'est vrai qu'il y a un côté Hong Sang-soo dans le dernier Jarmusch, dans les Ouais, mais répétitions. il y a Ouais. toujours tu sais, ces points d'humour et d'absurdité, ces gènes, tu vois, que Mm. Jarmusch il crée, qu'il n'y a pas chez Hong Sang-soo quand même. Bah, Oui, oh, oui. il y a un autre humour chez Hong Sang-soo. Oui, voilà, c'est Ouais, différent. c'est Un autre différent. humour. Déjà, chez Hong Sang-soo, ça se bourre la gueule. C'est alcoolisé, Ouais. voilà. Ah, Et la et raison, c'est que là- Hong Sang-soo a dit que ouais, moi je bois beaucoup, donc je le mets dans mes films. Fin. les C'est acteurs tout. boivent parfois aussi. Eh Bien oui. sûr. Il bourre sa Mais femme au travail, du coup, ça veut dire, parce que sa Aïe, femme aïe. dans quasi tous ses films, et il mais lui fait boire de messieurs, l'alcool au travail. Et des fois, Mm. après s'être bourré la gueule jusqu'à 4 heures du matin, il a une idée, il réécrit pour le lendemain les dialogues. Ouais. C'est Hong Sang-soo, Mais ça. messieurs, C'est génial. on parle de récurrence des lieux, des actions. Et ben ça fait toujours un lien avec Hamnet, puisque la pièce de théâtre justement reproduit les actions, reproduit les dialogues, Oui, reproduit ce qui s'est voilà. dit plus tôt, quoi. Bref, Finalement, on pense se perdre, mais on revient sur nos pas. Et ça, de c'est toute façon, magnifique. avec le cinéma, on adore se perdre pour mieux se retrouver. Voilà, c'est le mot de la fin. Puis, C'est beau. je lâche le micro. Poum. Aïe, oui, j'ai dead. Mais voilà, mais voilà. Dead don't die. Voilà. Merci de nous avoir écoutés sur ce film assez particulier finalement. Oui. Je vous remercie tous les deux. Je te remercie toi, Max, pour m'avoir accompagné depuis le début. Voilà, avec plaisir. Je te remercie, Jumelon, de nous avoir écoutés pendant un certain temps, puis accompagnés sur cette fin. Oui. Puis, bah, Je suis merci resté à sur toi, ma hein. fin. Et puis allez voir Instagram, hein, parce qu'il y a des Oui. Reels maintenant. Voilà. Oui, si vous n'êtes pas au courant, nous avons commencé à diversifier nos contenus, ce dont nous avons parlé, je crois, dans l'épisode sur le dernier Jim Jarmusch, du coup, mais aussi sur 28 ans plus tard. On est en train de le faire. Pour une fois, on tient nos promesses. Et du coup, sur Instagram, on commence à faire des petites pastilles autour de films qu'on peut pas traiter ici. Du coup, bah, si vous voulez nos avis sur des films qui sortent en ce moment en salle ou des rétros qui sont un peu dans l'actu, hein. Le premier réel, c'était sur Damnation, puisque Bellator nous a quittés il y a quelques semaines, du coup. Ouais. Je vous invite à aller voir ça. Le site est toujours actif. Ça fait du bien de le préciser. Notre cher collègue et ami Hugo. Hugo Lalos vient de sortir un article sur un film qui est sorti cette semaine qui s'appelle Palestine 36, si je dis pas de Ouais. bêtises. Allez le lire, hein, c'est toujours bien. Tant qu'on a encore le droit de parler de certaines choses dans notre pays. Et oui. Et prochainement aussi, il devrait y avoir potentiellement un petit letterbox, voilà, qu'on va mettre en place. En effet. Pour, en plus du Instagram et du site, du coup, nous allons commencer à créer un letterbox sur lequel nous allons répertorier tous les films sur lesquels on a parlé, que ce soit un article ou un podcast comme ici, avec justement des notes et des petits textes, etc. pour donner notre avis en général sur l'œuvre. Voilà. Voilà, Comme ça, je pense qu'on fera aussi des petites listes thématiques voilà, au courant de l'année. oui, Sur voilà. films d'horreur, des films qu'on vous conseille, voilà. Oui, comme ça, on peut un peu plus étendre L7i sur tous les réseaux, devenir un peu plus actif que l'année dernière et toujours Il manque plus plus parler TikTok. de cinéma, quoi. Il manque Oui, plus voilà. que TikTok, on est bon. Et les YouTube Shorts, évidemment, puisque on ne les a pas postés sur YouTube Shorts, parce qu'on adore l'exclusivité. Et bien sûr, sur Truth. Ah non, pas du tout, jamais. Oula. On Sur connaissait Blue pas le Sky. réseau social de l'autre. De Donald Trump. Ouais, Non, mais ouais. par contre, nous a aussi ouvert un compte sur Blue Sky. Ça Ouais. sera bientôt fait. Oui, Du parce coup, que les bientôt gens Twitter sur Blue Sky, va. Voilà. ouais. Déjà que là, la parole raciste se fait beaucoup plus présente sur Twitter. Du coup, Voilà. LCT se produit aussi sur Blue Sky maintenant. Du coup, quand ce sera fait, on vous mettra en description. Vous y allez. Peut-être on sera plus actif que sur Twitter de base, on ne sait pas. Mais en tout cas, Ouais. merci de nous avoir écoutés encore une fois. C'est toujours un plaisir de parler ici. Et à bientôt. Merci. À Merci. bientôt. Merci de ces conclusions qui ne terminent jamais. C'est très bien. Salut. Bisous. Bisous.